Le tour du monde sans défense. Par Martin, Pierre, François et Béranger. C'est une bonne idée, un tabarnak. Départ de Tahiti, c'était une escale fort sympathique. Et là on va à Mooréa, il est 5h et on part avec la pleine lune. Alors Francis, sympa le réveil. Nous entrons dans la passe, accueillis par les dauphins. Nous allons rencontrer une association locale, soutenue comme nous par les fondations Maud Fontenoy et Nicolas Hulot. Leurs locaux se trouvent dans un des hôtels de l'île. Eco-Sailing Project. Alors, je m'appelle Vistabile et je suis la directrice de Te Mana o Te Moana. Te Mana o Te Moana, ça veut dire l'esprit de l'océan. Le mana, c'est l'esprit, le pouvoir. Moana, c'est l'océan. Nous, occidentaux, c'est bien sympa, mais tu la vois la pollution en France. Tu peux dire, ouais, j'ai vu ce que ça fait. Mais quand tu habites ici, que tu n'as jamais rien vu, tu vois ton paysage, il est beau, tu jettes ton papier, demain, il n'y est plus. T'as pas la notion de te dire qu'il va faire quelque chose ou il va avoir un impact. Parce que c'est pas dans ta mentalité, c'est pas dans ta culture. Mais le problème, c'est que les vieilles générations, ben, c'est comme nous, hein. Enfin, vous êtes adultes aussi. Changer les habitudes d'un adulte, tu t'accroches. Changer l'habitude d'un enfant, elle est toute nouvelle, il apprend, donc c'est hyper facile. Je m'appelle Mathieu Petit, je suis chargé de mission biologiste marin au sein de l'association Te Mana o Te Moana. Voilà, aujourd'hui on est à la clinique des tortues qui est une de nos actions phares. C'est un centre de soins où on va récupérer les tortues malades, blessées qui proviennent de tous les archipels de Polynésie pour leur prodiguer des soins adaptés avec espoir de les relâcher dans le milieu naturel ensuite. Donc là, il va faire la pesée-mesure qu'on fait une fois par semaine, qui va servir tout simplement à avoir une idée de la croissance des bébés qui sont ici. Une tortue qui a un mauvais état de santé, qui a un problème, de toute façon elle arrête de manger, donc ça se voit très vite au niveau du poids et de la taille. Donc là, c'est une tortue imbriquée qu'on a reçue il y a 2 semaines, qui est morte la semaine dernière. Donc on ne comprenait pas trop ce qu'elle avait, elle était vraiment très très faible, etc. Donc à la mort, on a fait une autopsie et on a trouvé donc, dans son estomac du plastique partout. On va commencer par le nourrissage de Tortilla, qui est un petit peu la mascotte de la clinique. C'est une grosse tortue imbriquée d'une 50aine d'années qui est arrivée avec nous il y a plus de 10 ans. Et en fait, elle n'est pas relâchable parce qu'elle a un problème de flottabilité. Donc elle a du gaz dans la carapace qu'on est incapable de relâcher. Le trafic de viande de tortue, c'est le deuxième trafic après la drogue. Ah ouais. C'est pas elle là qui va à fond? Ouais. 30 km/h sous l'eau. Elle a été victime d'un acte de braconnage avec une flèche de fusil harpon qui a traversé les 2 yeux. Donc c'est une tortue qui est aveugle et qui pourra donc pas être relâchée dans le milieu naturel. En ce moment on a 25 tortues à la clinique. En 10 ans on a accueilli à peu près 400. Et là je vais aller vous montrer la tortue qu'on va relâcher. Et oui, car Mathieu nous a proposé de relâcher une tortue guérie depuis Amasia dans quelques jours. Après avoir rencontré l'assaut Comment il s'appelle déjà? Te Mana. Ah bah ils sont là. Ah, il y en a 2 pour le prix d'une, t'as vu? Ah ouais, c'est génial. 1, 2, 3, go. Super, lâche. C'est bon, il y a le petit clip, elle est bien faite. Elle a même pas bougé. Elle a même pas bougé. T'es sûr qu'elle est guérie? Tu vas voir la vitesse à laquelle elle va partir, tu me diras. Une tortue qui va être récupérée au Fidji, au Samoa, dans un filet ou juste observée. On va pouvoir savoir d'où elle vient. Tu vas découper un tout petit morceau de la taille du bout de l'ongle à l'arrière de la patte. Tu peux me mettre là dans le... Pour des analyses génétiques en fait. Il ne reste plus qu'à lui marquer son nom et son numéro de relâche. Allez, vas-y. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, bon vent, petit temps. Ah, elle file. Vous pouvez vous asseoir dedans. Moi, je vous la mets au milieu. Oh, la torpille. Dans le grand bleu, c'est magnifique quoi. Elles sont hyper rapides. Waouh. Magique. Ah merci hein. La deuxième, elle a tracé comme un pétard. Feel like you fell in yourself and walking
CRIOB, un centre d'observation et de recherche sur tout ce qui se passe dans les milieux insulaires et beaucoup sur le corail. Donc on va aller poser quelques questions aux scientifiques. C'est parti. Bonjour. Gilles Sioux, je suis ingénieur d'études au CRIOB. En fait, vous faites des suivis dans toute la Polynésie. Voilà, c'est ça. On fait des recensements poissons, de coraux, et là on voit l'évolution du même carré depuis 1994. Ah ouais. Donc c'est un peu comme les forêts vues du ciel là, et on voit que ça grandit, que ça change. Tu vois, elle commence à se faire sentir plus fortement la pression de pêche. Mais ça c'est l'abondance moyenne de l'ensemble des espèces. Et on voit très bien que les espèces commerciales diminuent. Moi je m'appelle Antoine Puiset, je travaille sur la biologie et la physiologie des coraux et face notamment au réchauffement climatique. Ils ont un petit nom, on dit qu'ils sont ingénieurs de l'écosystème, donc ils vont permettre un habitat pour les poissons, ils vont être une source de nourriture pour les poissons, ils vont être une barrière physique contre l'érosion par exemple des vagues. On est en plein milieu du Pacifique, s'il n'y avait pas de récif corallien, l'érosion des côtes serait beaucoup plus importante. On dit que c'est une source de subsistance pour presque 1 milliard de personnes dans le monde. Et donc il y a des études qui montraient qu'il y avait 40% des récifs coralliens dans le monde qui avaient été détruits et que cette proportion-là pouvait augmenter dans les années 2050 avec les questions de réchauffement climatique et d'acidification des océans. C'est pour ça que ça devient primordial de trouver des moyens pour permettre aux coraux de se maintenir dans le futur, puisque autrement c'est une personne sur 6 qui va avoir du mal à vivre. Une des possibilités notamment, c'est de sélectionner déjà dans l'environnement des colonies qui sont dites résistantes. Donc un corail qui va être très foncé va être considéré beaucoup plus résistant que le corail très clair. Donc nous, ça nous permet déjà, d'une première manière, de sélectionner des coraux pour les remettre sur le terrain, dans des zones dégradées, parce qu'on saura qu'ils seront plus résistants que leurs congénères qui sont plus faibles. Après cette escale fort instructive, nous quittons Moorea et Tahiti pour nous rendre aux îles sous le vent. Waouh!